Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'Instant T, le podcast food des épicuriens. Alors aujourd'hui nous sommes avec Maxime Leroy, le fondateur de Fébéo, une boucherie artisanale en circuit court située dans la belle ville de Montpellier et qui est partenaire Fraichis depuis quelques semaines. Bonjour Maxime, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes ici avec nous aujourd'hui donc pour parler de votre boucherie, donc de vos produits qu'on retrouve chez vous, mais aussi de votre parcours. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et surtout nous raconter l'histoire de Fébéo ? Donc je m'appelle Maxime Leroy, j'ai 31 ans, je suis fils d'éleveur et ingénieur agronome de formation à Montpellier-Supagro. Je suis sorti depuis l'année 2014, j'ai fait une spécialité production animale. Et lors de mon stage de fin d'études, j'ai été dans une des 4 AOC de viande bovine française, donc appellation d'origine contrôlée, qui se situe en Haute-Loire. Et je suis tombé amoureux de cette variété, on va dire, de cette race. Et donc j'ai décidé de la commercialiser auprès de restaurateurs et de particuliers sur la ville de Montpellier. Donc ça c'était en 2014 et en 7 ans nous avons maintenant depuis 2 ans ouvert une boucherie pour les particuliers qui se situe au quartier des Beaux-Arts de Montpellier. Et nous travaillons avec une trentaine de restos dont 6 restaurants étoilés sur le département de l'Hérault majoritairement, ainsi que un peu vers Marseille, Paris. Voilà, grâce à la logistique frigorifique aujourd'hui, on arrive à servir plusieurs tables dans la France entière. Vous dites pratiquer un élevage durable et respectueux des animaux et du terroir, mais en pratique, comment cela se passe-t-il et qui sont vos producteurs ? Nous, on met des cahiers des charges en place spécifiques avec nos agriculteurs. Nos agriculteurs sont majoritairement situés dans l'Aveyron, pour le bœuf, l'agneau et le veau, le Cantal pour le porc, la volaille c'est l'Aveyron et l'Hérault, et on fait du petit gibier qui vient des Deux-Sèvres vers Niort. On promeut un élevage qui est respectueux du bien-être animal, c'est-à-dire que des races rustiques, donc qui sont adaptées à un élevage en plein air. On fait des temps d'élevage qui sont plus longs, ce qui permet de développer un peu de goût, et on essaye le plus possible de respecter donc la vie de l'animal, c'est-à-dire qu'on limite les stress à la fois juste avant l'abattage, dans les transports, dans les gestions des troupeaux, ce qui permet d'avoir un élevage durable à ce niveau-là. On a banni les OGM et on limite le plus possible l'utilisation d'antibiotiques, donc c'est-à-dire qu'on fait que du curatif et pas de préventif pour les soigner. Voilà, on essaye de juste travailler de la bonne façon et on respecte les hommes par une rémunération décente qui leur permet de vivre. Vous avez l'air d'apporter un soin particulier à la traçabilité de l'animal. Quelles sont les informations que vous fournissez à vos consommateurs ? Il faut savoir qu'aujourd'hui le bœuf, suite aux épisodes de Creutzfeldt-Jakob, est très tracé. C'est-à-dire que normalement pour chaque morceau de viande qu'on consomme, on doit connaître au moins la provenance, l'origine, le département où ça a été abattu, les lieux d'élevage et d'abattage. Nous on va un peu plus loin, c'est qu'on a un partenariat avec 5 éleveurs, on travaille qu'une seule race majoritairement, c'est-à-dire l'Aubrac. On a aussi un éleveur de Salers qui se situe dans le Cantal. C'est tout le temps les mêmes éleveurs, tout le temps le même cahier des charges, la même façon d'engraisser, les mêmes alimentations. Donc on apporte une traçabilité, c'est-à-dire que la marque Fébéo aujourd'hui, les gens savent que quand ils achètent Fébéo, ils achètent ces valeurs qui sont, je me répète, mais des valeurs de respect du bien-être animal, de l'environnement et de l'homme. Et on essaye de développer le goût, donc on pratique une maturation sur le bœuf. Donc on travaille les animaux qui sont un peu plus âgés pour développer le goût, mais on travaille sur la maturation, qui est donc un processus qui permet d'attendrir la viande et lui donner plus de goût. Et on travaille sur ça pour offrir une viande de qualité à nos consommateurs. Aujourd'hui, c'est vrai que les filières animales, elles se retrouvent confrontées à cet accroissement de la demande sociétale pour le respect des animaux, donc tant sur le côté de l'élevage que lors de leur transport, mais aussi de leur mise à mort. Donc comment vous percevez-vous cette évolution de la sensibilité au bien-être animal de la part des consommateurs, mais aussi de la part des éleveurs ? Je pense que les éleveurs ont toujours une certaine sensibilité à leurs animaux. Il ne faut pas croire que l'éleveur n'est pas attaché à ses animaux. Juste, il y avait une demande au final du consommateur, mais aussi des intermédiaires qui n'étaient pas spécifiquement tournés vers le bien-être animal. Donc, ils produisaient ce qu'on leur demandait. Aujourd'hui, le consommateur se tourne vers le bien-être animal parce qu'il a un peu compris ce qui se passait. On a un peu ouvert les portes des élevages, donc on voit un peu ce qui se passe. Donc, nous, ce qu'on peut mettre en place, on le fait. C'est-à-dire que on fait des parcours extensifs, donc les animaux sont majoritairement en plein air, d'où le choix de races rustiques, que ce soit l'hiver ou l'été. Après, les animaux sont des êtres vivants, donc l'hiver ils sont plutôt en ce qu'on appelle en stabulation libre, donc c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur au chaud mais où ils peuvent se déplacer librement. On essaie de les nourrir sans restriction, donc surtout sur la période d'engraissement.
Et la partie la plus importante, c'est le transport et l'abattage. Le transport, on essaye de faire en sorte qu'il soit toujours transporté à plusieurs animaux, ça limite le stress. Et mon pouvoir s'arrête aux portes de l'abattoir parce que la direction des services vétérinaires ne nous permet pas d'avoir des cahiers des charges spécifiques au niveau de l'abattage, ni d'y assister. Donc on fait tout ce qu'on peut avant, et après, on rentre dans des institutions où on n'a aucun contrôle. Donc vous avez aucune idée de ce qui se passe dans les abattoirs? On a une certaine idée parce j'ai déjà visité plusieurs fois, sauf que quand je suis là, bien entendu, ça se passe bien. On a une façon de le voir, c'est qu'au niveau du traitement de la viande ne réagit pas pareil si elle a subi un stress ou pas. Après, il y a des nouvelles innovations, on va dire, des innovations qui sont en train d'être développées au niveau de l'abattage mobile, l'abattage à la ferme, qui présente des problèmes économiques et de logistique, mais qui ont des vraies pistes d'évolution. Encore faut-il que nos services vétérinaires soient prêts à l'accepter, car on fait clairement un choix de garantir le côté sanitaire aux consommateurs, au détriment parfois de la qualité. Oui, et c'est vrai que ces valeurs et ces méthodes d'élevage qui justement vont en faveur du respect de l'animal sont largement partagées par une grande partie des consommateurs. Donc on le voit, hein, qui recherchent de plus en plus à consommer de façon responsable. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de viande dite haut de gamme, si on peut dire, c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'on doit mettre le prix, hein, pour accéder à ces produits de qualité. Mais est-ce que cette volonté de faire du haut de gamme permet quand même de rester dans une fourchette de prix accessible au porte-monnaie des consommateurs? Je pense qu'on est un bon exemple pour répondre à ça. On est en circuit court, donc je rappelle car beaucoup utilisent ce terme à mauvais escient. Le circuit court, c'est qu'il y a seulement un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur final. Pour les filières animales, étant donné que les abattoirs sont une pièce indispensable, on est deux intermédiaires. Donc c'est-à-dire que nous, les prix qu'on pratique permettent de payer l'éleveur, de payer mes collègues, et il n'y a pas d'autre intermédiaire. Donc le prix qu'on propose, je pense, qu'est le prix réel pour avoir une viande où tous les acteurs qui sont intervenus ont pu vivre décemment, et surtout avoir une viande de qualité. Après, ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment font les autres pour proposer des viandes si peu chères. Et donc, oui, on fait une viande haut de gamme, mais qui, grâce aux aides européennes et tout, permettent aux éleveurs de vivre de leur métier. Il faut se poser la question aussi que sans la PAC, la viande devrait être beaucoup plus chère s'il n'y avait pas la politique agricole commune qui permettait d'aider les éleveurs. Donc, la réponse à est-ce que oui, mais un animal que vous élevez pendant 7 ans, ça paraît pas illogique qu'à un moment, qu'on va le consommer en 5 minutes, ça ait un certain coût. Et juste pour répondre aussi à cette question, il y a 50 ans, on mettait 50% de notre salaire pour s'alimenter. Aujourd'hui, on est plutôt dans des taux de 8 à 10%. Quand une portion de viande moyenne vaut 3 euros, sachant que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il faut en manger entre 3 et 5 fois par semaine, vous faites le calcul, ça fait 15 euros de budget viande par semaine. En moyenne, ça me semble pas complètement déraisonné. J'aimerais aborder un autre sujet, donc c'est celui des viandes dites bio, parce que c'est vrai que ce marché, il est vraiment en constante évolution, et le bio, ça véhicule une image positive dans l'esprit d'une grande majorité de consommateurs. Et on constate que les ventes de ce type de produits, hein, que ce soit la viande ou d'autres produits, hein, progressent de plus en plus. Donc j'aimerais savoir votre position par rapport à la viande bio. Moi, en tant que défenseur de l'environnement, je suis pour le bio. Après, il y a un choix qui a été fait, c'est qu'on travaille avec des éleveurs qui sont en extensif et qui sont ce qu'on appelle en agriculture raisonnée, qui est un nom un peu fourre-tout. Il n'y a pas de label aujourd'hui. Les Anglais ont un label sur l'agriculture raisonnée, nous on ne l'a pas. Donc on limite le plus possible les intrants. Pour le bio, le problème qui se fait, c'est que je vais caricaturer, mais c'est pas grave. Souvent, les éleveurs bio sont des néo-ruraux, donc qui arrivent avec des nouvelles considérations qui sont très bonnes pour l'environnement. Au niveau de la qualité pure et intrinsèque de la viande, sur la qualité organoleptique, ça ne correspond pas à mes attentes. Donc il y a un choix qui a été fait, c'est de prendre des éleveurs qui font très attention, qui ne veulent pas le label, qui pourraient l'avoir, mais qui ne veulent pas le label pour garder certaines libertés. Car le bio, une fois que vous avez une maladie dans un élevage, des fois vous ne pouvez pas traiter. Sauf qu'en agriculture raisonnée, quand vous avez le risque de perdre 15 000 euros de marchandises, vous traitez, comme beaucoup font. Donc par contre, le bio a un énorme avantage environnemental et sanitaire. Donc il faut le prendre en compte. Moi je suis pour, mais c'est un métier qui est issu de 50 générations d'éleveurs. Donc
On ne devient pas éleveur comme ça, on sait faire des bêtes, on sait engraisser, c'est des vraies compétences. Et aujourd'hui, les peu de fois où j'ai travaillé des viandes bio, ça n'avait pas la même qualité. C'est en rien lié à l'alimentation bio qui lui est donnée, c'est plutôt sur le profil des éleveurs. Alors bien entendu, il y a des éleveurs bio qui travaillent très très bien et qui vont faire une super viande. Moi je parle de ceux que je côtoie et que je connais. Les miens, mes 5 éleveurs d'Aubrac, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 7 ans qu'ils mettent le moins possible d'intrants, qu'ils n'ont pas voulu le label bio pour rester libres dans leur champ, et on n'empoisonne personne, et ils sont très respectueux de l'environnement, ils ont moins d'une vache par hectare, ce qui est beaucoup moins que ce que demande le label bio. Donc voilà, on travaille une volaille 150 jours élevée en plein air, il faut savoir un bio, il faut 110 jours. Donc dans tous ces labels-là, tout notre cahier des charges qu'on a mis, on est au-dessus du bio, juste je laisse la liberté. Par contre, tout ce qu'on peut faire en bio, donc c'est-à-dire les farines, les œufs, Oui. une partie des volailles de temps en temps et tout, on le fait en bio. Oui, du coup, pour avoir ce label bio, je suppose qu'il y a des conditions vraiment très, très strictes à respecter. Le label bio, comme tout label, c'est pour ça que les consommateurs vont vers ça, c'est que vous savez que derrière ces 3 lettres, il y a un temps d'élevage, une alimentation et que c'est contrôlé. Après, comme tout label, moi ce que je reproche, c'est que il n'y a pas assez de contrôle à mon sens. Donc il y a des organismes de contrôle et de gestion qui font leur travail, hein, EcoCert et autres qui font leur travail. Mais c'est trop simple d'éviter les contrôles. On le voit sur le circuit court, on le voit sur toutes ces appellations. Il n'y a pas assez de contrôle pour des raisons humaines et d'emploi et tout ça. Il n'y a pas assez de contrôle. Donc on peut tricher. Donc c'est très très bien le bio. Et il y a la majorité des gens qui font du bio qui le font bien. Mais je crois plus en la relation de confiance avec son artisan local qu'à un label bio avec des systèmes d'équivalence. Vous pouvez acheter des bananes bio issues de République dominicaine, oui, avec le label bio dominicain et pour des principes d'équivalence. Et ça, il faut quand même... quand on veut faire du bio pour respecter l'environnement et qu'on fait traverser, qu'on fait faire 12 000 bornes à une banane, et ben vaut mieux acheter des fruits de saison, pas bio, mais faits à côté de chez nous. Oui, voilà, privilégier les produits locaux plutôt que le bio venu d'ailleurs, venu d'autres pays. Et il y a plein de producteurs qui vont pas vers le bio parce qu'ils veulent pas justement rentrer dans des cases, et qu'il y a aussi un autre mouvement qui se fait, c'est comme beaucoup de gens ont vu l'opportunité économique du bio, ils se sont mis là-dedans par opportunisme, sauf que ça baisse un peu la crédibilité du bio, et donc beaucoup ne veulent plus y aller et font du bio mais à leur manière, sans avoir un organisme de gestion qui vient leur dire là vous faites du bon bio. Et donc c'est des nouveaux mouvements comme pour le vin dans la biodynamie, il y a des trucs beaucoup plus poussés, la permaculture, tout ça, qui sont dans d'autres problématiques que juste le bio. Mais par contre c'est une vraie évolution et ça fait bouger les mentalités. Je pense qu'on n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu le bio à un moment qui était rentré pour dire les consommateurs veulent... pour des questions, encore une fois, environnementales, présence de pesticides et tout, herbicides et tout ça, c'est le bio qui a fait bouger les choses. Alors j'aurais une dernière petite question donc, pour nos auditeurs de Montpellier qui ont envie de bonne viande. Donc quelles sont les spécialités et les produits phares qu'on peut retrouver dans votre commerce ? En ce moment, on travaille donc l'AOC fin gras du Mézin. Si on revient un peu aux sources, donc c'est une des, comme je disais au début, 4 AOC de viande bovine française. Donc on peut la commercialiser pendant 4 mois, de février à juin. Elle est issue de l'historique du bœuf de Pâques. Donc c'est une viande qui est produite sur une des 30 communes situées à bordure Haute-Loire-Ardèche, sur le plateau du Mézin. Après, de temps en temps, on travaille du porc AOC Quintoa, qui nous vient d'une petite ferme avec qui on bosse dans le Pays Basque. On fait une volaille 150 jours qui est équivalente à la volaille de Brest, mais qui n'a pas l'AOC, parce qu'on veut être libre. Et voilà, après, on essaye toujours de... On a des partenariats qui sont fiables avec les éleveurs, donc on fait pas trop de happening, on fait pas trop de une semaine telle race et tout, parce que nous, comme on achète des bêtes entières, on doit tout équilibrer, et quand on veut tout équilibrer, on peut pas se permettre de changer toutes les semaines ce qu'on veut faire. Donc on fait des partenariats solides, où ça fait 7 ans qu'on bosse avec certains, qui passent leur bête avec nous, qui vivent de leur travail, et voilà. On va pas juste pour le nom, ce qu'on propose, on le connaît, et on peut tout expliquer sur ce qu'on propose. C'est ça la force de notre marque. Eh bien, merci beaucoup Maxime pour cette intervention. Alors, petite information pour nos auditeurs qui se trouvent dans la ville de Montpellier. Vous pouvez retrouver la boucherie Fébéo aux 3 rue Bernard Délicieux à Montpellier. Donc du lundi au samedi avec les horaires suivantes. Et bah, vu qu'on nous change en ce moment tout le temps les horaires, 8h30, 13h, 16h, 19h, et quand le couvre-feu n'est pas fini à 19h, c'est 19h30. Ou alors sur fraîchi.com pour de la livraison à domicile.
Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant.